Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro du Moutafoukast, votre mini-série événement qui retrace les grandes lignes de la saga Moutafoukaz, des tout débuts jusqu'à la non-fin, jusqu'au au premier tome de MFK2 pour le moment. En fait, d'ailleurs, c'est vrai que je dis jusqu'au premier tome, mais faut pas croire que quand les tomes 2 et 3 sortiront, on reviendra pour faire des épisodes bonus dessus. Mais grosso modo, début 2022, on enregistre cette série de podcasts, d'entretiens avec Run pour accompagner le nouveau chapitre de Moutafoukaz avec le label 619 qui est arrivé aux éditions Rue de Sèvres. Et donc on a déjà fait 5 épisodes, mine de rien, donc on attaque la suite, la seconde grande moitié de ce podcast, avec un premier épisode qui s'intéresse au spin-off de la bande dessinée de l'arc 1. Donc on va commencer dans un premier temps par parler du premier, de Puta Madre, et on va faire quand même un petit crochet aussi par Moutafoukaz 1886 dans ce chapitre-là. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait on a déjà reçu Run et Simon Hutt au lancement de Moutafoukaz 1886, donc c'est un podcast qui est toujours à retrouver sur First Print, donc on n'allait pas refaire toute la genèse et tout ça, puisque en fait l'équipe créative nous a déjà tout bien raconté, mais c'est vrai qu'on n'avait que le premier numéro à l'époque, donc on va pouvoir revenir quand même en détail sur le reste de l'intrigue, voilà. Et puis dans le chapitre suivant on ira sur l'autre spin-off qu'il faudra aborder, donc Loba Loca, avant d'attaquer le film puis MFK2. Voilà tout le programme qui vous attend, et bien entendu sous les foules ébahies, Run revient parmi nous dans ce podcast. Il a mis un bonnet pour cette émission, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et oui. J'espère que tu es content de cette introduction. Très. Tu avais commencé un petit peu à nous parler de Puta Madre en ouverture du chapitre précédent, ouais, pour un petit peu évoquer tes inspirations, ce qui t'avait amené à faire Puta Madre. Ce qu'on disait en tout cas, c'était que à la fin, à la conclusion de Moutafoukaz du tome 5, tu t'es laissé des portes ouvertes. Tu avais toujours, tu n'avais pas dans l'idée de vouloir forcément faire une suite ou des spin-offs, mais voilà, tu vas regarder des choses, tu vas avoir des voyages qui vont petit à petit te mobiliser des idées pour faire en fait Puta Madre, le premier spin-off qui est grosso modo l'origin story de El Diablo. Est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que tu nous racontais à la fin du précédent épisode? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta tête pour que Puta Madre naisse? Ce qui s'est passé, c'est que je crois que ça a commencé par un documentaire que j'ai regardé qui s'appelait Perpétuité pour les enfants d'Amérique. Ce qui est assez explicite dans le titre. Alors. Exactement, et qui m'avait complètement scotché sur le système carcéral américain. Et je me suis librement inspiré de l'histoire qui nous était racontée au sujet d'un enfant qui avait été accusé du meurtre de son petit frère pour base d'une histoire que je ne savais pas encore être Puta Madre. Si tu veux, mon esprit a commencé à cogiter sur ce truc, et au fur et à mesure je me suis dit, mais alors attends, le gamin s'il se retrouve en prison, comment ça peut marcher? Et puis au fur et à mesure je commence à me dire que ce gamin-là, ça pourrait très bien être l'enfance d'El Diablo. Pourquoi lui particulièrement? Parce que j'ai toujours considéré, quand je le dessinais ou même quand je le faisais parler ou quoi, qu'il avait vécu des choses très dures. Et que c'était pas pour rien qu'il avait choisi l'image du diable dans sa représentation scénique par rapport au catch. Donc je me suis dit, je savais qu'il y avait un background super important chez ce personnage, mais je l'avais pas encore, si tu veux. Et quand je regarde ce documentaire et que je laisse un petit peu divaguer mon esprit, je me dis, mais ça serait l'histoire, ça serait ça son histoire en fait. Ça serait l'histoire d'un gamin qui se serait retrouvé en prison pour de mauvaises raisons et qui est obligé de se construire par rapport à tout ça, et qui sera en quête permanente du père en fait. C'est ça l'idée. Et c'est comme ça que je commence à imaginer, pas encore écrire, à imaginer quelle pouvait être sa vie. Et puis je t'avoue, je suis inspiré aussi à l'époque par pas mal de séries comme Son of Anarchy, tu vois, dont on avait signé la BD en plus chez Ankama. Par pas mal de choses que j'avais vues, notamment sur les films de prison. Je regardais aussi pas mal de documentaires là-dessus, tu vois. Et en fait, c'est un univers qui fait partie de mon imaginaire collectif.
Enfin, de mon imaginaire. À toi, mais avec toi et les autres runs dans ta tête. Et j'ai envie de dire, en fait, je dis imaginaire collectif parce que on le partage un peu aussi avec Nayef. Ouais. Tu vois, donc si tu veux, voilà. Enfin, toujours est-il que je sais que le projet est arrivé vraiment à maturité quand j'ai fait un voyage. Donc, dans les podcasts précédents, j'avais expliqué un petit peu que j'avais traversé des périodes très particulières. Et j'étais en pleine période de reconstruction et j'étais parti en vacances avec Yuck, tu vois. J'avais dit, mec, viens, on se casse aux États-Unis. Il y a le San Diego Comic Con et puis on pourra aller voir, on pourra aller dans le désert, prendre des photos et tout. Et moi, j'en profiterai en plus pour enregistrer des sons pour le film Moutafoukaz, tu vois. Parce que moi, je voulais vraiment que les sons du film soient authentiques. Que même le silence du désert soit un silence de désert authentique, tu vois. Donc, on dit, bah vas-y, viens, on y va et tout. Donc, lui prenait quelques images pour alimenter un making-of potentiel, tu vois. Et puis, moi, j'enregistrais mes sons un petit peu à gauche, à droite, dans le désert, à Los Angeles, machin et tout. T'as enregistré quoi comme son? À tous les sons qu'il y a dans le film. Ok. Tout ce qui est ambiance de ville, c'est les ambiances de ville que j'ai prises à Los Angeles, par exemple. Quand on est à Palm Hill, c'est des ambiances de Camptown. Je suis allé au pied des tours Watt, tu vois, et j'ai pris et j'ai enregistré le son, tu vois. Vraiment des trucs, je veux dire, là, pour le coup, ça aurait pu être n'importe quel son où j'aurais pris ici à enfin, je vais pas dire... Enfin, bon, bref. C'est-à-dire juste, est-ce qu'il y a des photos de toi en train d'enregistrer des trucs dans le désert? Non, il y a des vidéos. Il y a des vidéos sur même. les chaînes. On a une chaîne YouTube Label 619 et très peu de gens sont au courant. Et il y a des making-of Moutafoukaz et dedans, à un moment donné, il y a toute une partie sur le sound design, la prise de son et puis et le travail qui a été fait après en post-prod avec Pitch. Et on voit tout ça. Ok, bon, on en reparlera de toute façon quand on fera les chapitres dédiés au film. Ouais. Donc bref, toujours est-il que dans ce périple, on passe par plein d'endroits et ces endroits vont être la base des endroits qui vont apparaître dans Puta Madre et plus tard dans Lobaloka. C'est-à-dire qu'il y a plein de villes comme Indio, tu vois, en Californie, ou Julian en Californie. Et Julian, c'est plus pour Lobaloka, mais Indio, c'est plus pour Puta Madre. Enfin, tout commence à se créer à partir de là, tu vois. Et je sais que quand je rentre de ce périple, tu vois, je pars en vacances avec ma famille et je suis en décalage horaire complet, ce qui fait que la journée je comate à moitié, etc., et la nuit quand tout le monde dort, d'un coup j'ai une seconde vitalité, quoi, et là j'écris, tu vois, et je profite en fait d'avoir les images vraiment fraîches dans ma tête, les images de voyage d'Indio, de la Californie, de bikers qu'on a pu croiser sur la route, etc., etc. Je profite d'être encore dans ce bain-là pour le soir, pendant que tout le monde dort, tac, 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 j'écris, tu vois. Et j'ai écrit l'ensemble dans les grandes lignes, j'ai envie de dire l'ensemble en 3 jours et une petite semaine pour le truc plus détaillé, quoi. Ça a été assez vite à écrire, en fait. Tu vois, en fait, comme il y avait eu pas mal de maturité avant que je me mette à l'écriture, tout est arrivé très très fluide, de manière très fluide. Ouais, puis tu connais l'univers, enfin tu replonges dans un univers mais que tu maîtrises sur un personnage que tu connais bien, en fait, sur lequel il fallait que tu développes le background, mais que quelque part peut-être que tu avais déjà de façon plus ou moins consciente, en fait, c'est ça, ouais. enregistré, alors ça se découpe comme ça. Ouais, puis en plus, tu vois, c'est toujours intéressant de se dire, ok, on a un personnage fini. Maintenant, il faut retracer, tu vois, sa genèse. Et pour ces tatouages à base de flammes, d'où il les sort, tu vois. Il y a plein de trucs à trouver comme ça. Pourquoi son costume de diable, tu vois, à quel moment c'est venu. Donc tout ça, c'est super intéressant. Donc je me trace des points importants de sa genèse à traiter. Et puis ensuite, c'est presque comme si tu faisais de la broderie, quoi, j'ai envie de dire. Tu sais, tu te dis, bon, bah, ok, là, il s'est passé ça, il en est arrivé à là, etc., etc. Et ça a été très vite. Et tout de suite, j'avais Nayef en tête. C'est-à-dire que je voulais vraiment que ce soit Nayef qui bosse sur ce projet. Donc, tu savais que c'est pas toi qui le dessinerais? Ouais. Ah ouais. Non, moi, là, j'étais quand même... encore une fois, j'étais en reconstruction. Hein, donc, j'allais pas me recarboniser à repartir sur une BD, sachant qu'en plus, il y avait encore le film. Hein.
Donc non, l'idée là, c'était de faire du script. Et puis en plus, c'était un moment où on avait assez peu de projets au label 619, de projets neufs, je dirais. Donc j'ai trouvé que c'était l'occasion. Mais Neyef, il n'était pas disponible parce qu'il venait de terminer Bayou Bastardize tome 1. Et il devait encore y avoir le tome 2 et le tome 3. Donc là, si tu veux... Enfin, non, qu'est-ce que je raconte ? Non, il commençait le tome 1 de Bayou. Je dis, mec, putain, merde, c'est vraiment con. Ça se termine en combien de tomes ? Il me dit en 3. Je dis, ouais, mais putain, merde, fais chier. Bon, bah écoute, tant pis. Il me dit, non, mais sinon, parce que entre-temps, il lit le script, ça lui plaît. Il dit, bah sinon, il y a peut-être moyen de le faire, tu vois, entre le tome 1 et le tome 2 de Bayou. J'ai à voir comment ça se passe, mais écoute, on va voir, pourquoi pas, tu vois. Et puis en fait, c'est ce qu'on a fait au final. D'accord. Mais alors, ce qui est un petit peu particulier, je vais revenir sur le modèle de publication après. Il y avait quand même effectivement le premier chapitre qui voit ton personnage enfant, en fait, Ouais. et qui a vraiment cette reprise de l'histoire du gamin incarcéré pour avoir buté son frère, alors qu'en fait, non, pas vrai, c'est pas lui qui l'a fait. Là aussi, tu repars alors dans. C'est juste le documentaire qui te sert de base et tu retraces l'histoire, ou tu pars vraiment explorer qu'est-ce que ça veut dire être en prison à cet âge-là, quel est le niveau de recherche que tu refais en fait pour cette histoire? Un peu tout, c'est-à-dire que ce qui lui arrive, c'est pas logique par rapport au système carcéral américain. Normalement, les enfants sont pas censés être emprisonnés avec des adultes. Ouais. Sauf que dans le cadre de ce qu'ils ont appelé les super prédateurs, qui sont identifiables selon le système américain dès la puberté ou même en stade prépubère, tu peux être jugé déjà comme un adulte et pourquoi pas, dans de rares exceptions, emprisonné avec des adultes, quoi, tu vois. Selon ton niveau supposé de dangerosité. Donc ça m'a vachement intéressé et je me suis dit, donc effectivement, ça passe par beaucoup de renseignements. Donc je le place d'abord en quartier d'isolement, tu vois, comme ce qui est fait de manière... c'est la procédure américaine habituelle. Sauf que si le mec se comporte mal en quartier d'isolement ou s'il essaye d'intenter à sa vie, tu l'introduis dans le quartier des adultes et tu essayes de faire en sorte que ça se passe bien dedans. Donc tu le mets avec un co-détenu, à dire pas trop barjot, quoi. Donc voilà, si tu veux, c'est le fruit. Donc c'est d'abord ce documentaire qui est la base de tout, je dirais. Et puis ensuite, c'est le fruit de multiples recherches qui font que j'arrive à imaginer quel peut être son parcours au sein même de la prison. Tu vois, que ce soit au travers de ce que je te dis là avec les quartiers d'isolement pour les enfants, pour la délinquance juvénile, que ce soit les gangs à l'intérieur des prisons, comme la Mexican Mafia, qui fait alliance avec la nation aryenne, tu vois. Tout ça, c'est pas de l'invention. C'est là, pour le coup, c'est très, très documenté, très référencé. Et encore une fois, il s'agit pas de faire n'importe quoi juste pour le LOL, tu vois, ou pour la baston. C'est quand même proposer un socle extrêmement documenté et crédible, de manière ensuite à pouvoir faire ce que les gens viennent voir, hein, c'est-à-dire de la bagarre et puis de l'action, quoi. Ouais. Mais quand même très documenté. Ouais. Il y a un petit peu Oz aussi dans tes références ou pas? Alors non, en fait c'est fou, hein, mais j'ai jamais accroché Oz. Je crois que j'ai regardé 2 épisodes et pourtant j'ai acheté toute la saison 1 et j'ai pas accroché du tout, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas suivi Oz du tout, quoi. C'est une grande désillusion que nous vivons en direct. Écoute, j'entends Corentin qui hurle de loin là. Tu sais, en fait, je crois que c'est le narrateur, le truc du narrateur, ça m'a complètement fait décrocher. Ouais. Ok, d'accord, c'est pour ça. Mais t'avais aussi cette idée de faire évoluer, d'avoir des ellipses temporelles entre chaque chapitre, puisqu'il reste pas gamin très longtemps, puisque effectivement il faut l'amener à la forme finale qui sera donc El Diablo, mais qui arrive vraiment juste à la toute fin. Et donc tu te dis, il faut qu'il y ait des ellipses en fait bien distinctes. Oui, mais alors ça c'est lié à la parution dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que... Alors du coup, allons à la parution. C'est un truc dont je parlais aussi à Neyef. Je lui ai dit, mec, j'aurais envie avec ce projet de tenter une parution un petit peu à l'américaine, tu vois. Et en plus, quand je parle de ça, c'était avant que Infinity Eight sorte. C'est-à-dire que ça nous a fait chier de voir Infinity Eight sortir dans ce format-là, parce qu'on se dit, putain, merde. On s'est fait, entre guillemets, couper l'herbe sous le pied, même si, bon, voilà, c'était peut-être dans l'air du temps, j'en sais rien.
Mais le fait que Neyev doit finir aussi son tome de Bayou Bastardize, on pouvait pas attaquer direct, tu vois. Mais en tout cas, je sais que voilà, dans mes arguments, c'était j'aimerais bien qu'on tente ce genre de truc-là. Parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, et quand je vois les mecs qui rentrent dans les comic shops et qui se servent, tu vois, et qui prennent leurs petits fascicules de leur série préférée, si tu veux, c'est un truc, je me dis, ils ont de la chance, quoi. J'aimerais bien être à leur place, arriver dans le comic shop et puis de prendre en fait, comme un épisode que tu regardes, tu vois, que tu regarderais à la télé ou, tu vois, tu prends ton petit shoot de ta série et puis tu patientes, tu vois, un peu avant le second. Donc, et au début, j'avais imaginé faire peut-être Doggy Bags comme ça, tu vois. Ouais. Mais je me suis vite rendu compte que Doggy Bags, ce qui marchait bien quand même, c'était le fait de faire cohabiter les histoires. Donc si tu veux, quand j'ai commencé à poser les briques de Puta Madre, je me suis dit ça pourrait être bien pour ce projet en particulier, puisque, comme tu dis, il s'agit de faire évoluer un personnage de l'âge enfant à l'âge adulte. Donc, au travers de chapitres, avec, tu vois, par exemple, 1 mois de pause entre la sortie de chaque chapitre, ça permet aussi de le faire grandir, tu vois. Je trouvais qu'il y avait un truc très intéressant d'abandonner le personnage à un moment de sa vie et puis de reprendre le chapitre suivant et ça y est, il a grandi entre les 2 chapitres, tu vois. Donc c'était un peu ça l'idée, et Neyev, il était à fond pour tenter l'expérience. Donc voilà, et l'idée aussi, c'était de dire, c'est toujours très difficile quand tu fais de la bande dessinée, c'est que ta BD, elle reste en nouveauté en rayon, 1 ou 2 mois max. Ouais, grand max, ouais. Puis ensuite, ça passe sur le dos. Tu vois, ce que les gens appellent la tranche en général, ça s'appelle le dos. C'est-à-dire ce que tu vois quand ta BD est rangée dans la bibliothèque. Mais quand ta BD est rangée sur le dos, elle est invisible, tu vois. Oui, non, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui rangent leur BD en laissant la tranche apparente. Ah, peut-être. Tu sais pas. Peut-être. La tranche, c'est côté papier. Mais en tout cas, et ce que je dis à Neyev, c'est que je lui dis, au moins, c'est une nouveauté qui va pas se retrouver sur le dos au bout de 2 mois, puisque comme on sortira un chapitre tous les mois, ça restera au moins en nouveauté 5 mois. 5 mois, ouais, tu vois, là c'était 6 parce que pour Puta Madre c'était 6, tu confonds avec Muta 86. C'est ça. Mais tu vois, au moins pendant 6 mois, le projet est visible, tu vois. Et puis ensuite, si on sort une intégrale, bon bah voilà, à ce moment-là, voilà, ça sera à nouveau une nouveauté qui restera 1 ou 2 mois avant de passer sur le dos. Donc on dit vas-y, on tente le truc. Et là encore une fois, on quand même laisse faire, tu vois. Ils me disent ok, bah. Ouais, ils n'ont pas été surpris par l'approche, ils se sont dit ouais, vas-y, tranquille. Parce que c'est quand même pas. Alors certes, tu parlais d'Infinity 8 avant, mais malgré tout, ça reste quand même des. Il n'y a pas énormément de projets de bande dessinée qui sortent de cette façon. Finalement. Non, bah là, c'était une période où donc on a signé le projet en 2017, du coup. Le temps que Neyev termine Bayou 1, et du coup, non, je sais qu'à ce moment-là, je faisais même directement, je voyais directement avec le service juridique pour faire les contrats. En fait, il y avait même, je crois même pas que toi, à l'époque, bon bref, en tout cas, voilà, tout, on me dit ok, tu vois, donc hop, on fait le truc comme ça, et puis je sais plus quand on a fait popper le truc sur les réseaux sociaux, tu vois. Ouais, parce que ça se préparait, parce que ça faisait donc 2 bonnes années que le tome 5 était sorti. T'en avais pas parlé avant, j'imagine, parce que t'étais aussi concentré de toute façon sur l'avancée de tes autres projets au 619 et sur le film, évidemment. Et donc là, il faut annoncer... t'annonces que c'est un spin-off de Mutafuka, quand même. Ça, tu t'en caches pas, mais je suis pas sûr que tu dises que c'est une origin story pour El Diablo. Je sais pas comment tu présentes. Ah non, justement. Parce que ça, si on le sait pas, tu le découvres qu'à la fin. C'est ça. Donc, le but du jeu, c'est que les gens ne sachent pas du tout de quel personnage il s'agit. Ouais. C'est-à-dire que les gens, quand ils achètent le chapitre 1, ne savent pas si on est après Mutafuka's tome 5, ne savent pas si c'est un préquel de quoi que ce soit, si c'est une origin story d'un personnage, si c'est un truc qui n'a rien à voir. Enfin, justement, l'idée, c'était on ne dit absolument rien, et c'est aux gens de se faire leur propre opinion sur de qui s'agit-il, tu vois, ou de quoi ça parle. Et je sais que il y a des gens qui ont trouvé assez vite, dès les tatouages des yeux que j'ai piqué à Kevin Randleman, d'ailleurs, qui avait c'est un combattant UFC qui avait 2 yeux tatoués, 2 yeux de prédateur tatoués dans le dos.
Et ça, El Diablo, il a ça, on le voit dès le tome 4, je crois. Et du coup, je crois que dans le chapitre 2 de Puta Madre, on voit un tatoueur qui est en train de dessiner les yeux. Ouais. Donc il y a des gens qui ont grillé à ce moment-là, tout de suite. Mais je sais qu'au chapitre 1, il y a des gens qui se disent c'est Vince, c'est Bruce Maccabee, c'est qui, tu vois. Et ça, c'était vraiment le petit côté super intéressant. Et il y a des gens qui ont tilté qu'à la fin du tome 6 seulement, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est ça. Bah, si t'es pas forcément attentif C'est ça. et que tu lis juste l'histoire en disant bon, bah, je me passionne pour ce gamin qui a fait de la zonze, qui ensuite est embrigadé dans des gangs, qui fait ses histoires aussi avec une nana, enfin voilà, qui a son parcours un peu de truand, hein, grosso modo, qui commence à se racheter un petit peu, enfin voilà, trouver une forme de rédemption. Mais c'est aussi tout ce parcours-là, alors c'est quelque chose qui était venu assez naturellement de faire construire, à la fois en tant que parcours de personnage, parce qu'il fallait quand même que quelque part ça finisse bien, entre guillemets, et aussi parce que bah, c'est des influences que tu as digérées avec les voyages que tu as fait et avec l'obsession que tu nourris depuis plus de 10 ans à ce moment-là déjà sur les États-Unis. Ouais, et puis c'est un peu je veux dire, tout le côté pop culture que j'ai digéré depuis des années, tu vois. On retrouve un peu tout là-dedans. Moi, je sais qu'aussi, quand j'allais aux États-Unis, j'achetais des DVD qui s'appelaient, Gangland ou bien Outlaw ou des trucs comme ça, qui sont des documentaires très spécifiques sur des gangs très spécifiques. Tu vois, je me souviens aussi, bon là pour le coup c'est un peu plus pour l'univers Mutafukaz, mais des DVD qui s'appelaient Blockumentary, c'était des mecs qui faisaient des reportages amateurs tu vois, dans les quartiers et tout, donc c'est des images que tu voyais pas en règle générale. Et puis tout ça, si tu veux, ça a nourri à la fois un imaginaire et aussi ce que je suis et ce que j'aime, hein, tu vois. Et là, pour le coup, j'ai pas eu de difficulté particulière parce que je maîtrisais quand même le sujet. Je me suis quand même replongé dans pas mal de documentaires quand même sur les prisons, etc., pour avoir un petit peu plus de détails sur des trucs qui me paraissaient un peu plus obscurs, tu vois. Mais en gros, ouais, je veux dire, j'avais déjà toutes ces références-là faisaient déjà partie de moi, quoi, quelque part. Donc, je dirais que le plus difficile à écrire, c'était la rencontre avec Lise, tu vois. Avec ça, c'était peut-être un peu plus difficile à écrire parce que là, je sortais de ma zone de confort. C'est-à-dire, en quoi ça constitue c'est une histoire d'amour, tu vois. Et alors, on n'est pas romantique, hein. si tu veux, je suis pas à l'aise en fait. En tout cas, déjà dans la vraie vie, mais en plus même dans la narration, tu vois. C'est au contraire, moi je pense que je suis en vérité assez romantique dans l'idée, mais dans le sens premier du terme, tu vois, pas romantique eau de rose, quoi. Mais comment? Mais le coucher sur papier, en tout cas l'écrire, je me disais, là c'est autre chose qu'une fusillade, là c'est autre chose qu'un pugilat en prison, c'est quelque chose que j'ai jamais écrit. Je me dis, je suis assez pudique aussi. En fait, les gens se l'imaginent pas forcément, mais j'ai quand même un naturel assez timide, assez pudique à la base. Que je combats, hein, tu vois, que j'essaye de réprimer, mais cette pudeur, elle se retransmet aussi sur tout ce qui est sentimental dans mes BD, et ça j'ai un petit peu du mal. Parfois je me dis non, ça me paraît trop facile, ou c'est dur de faire sonner juste des répliques dans une histoire d'amour. Ouais, puis moi j'aime pas, enfin comment expliquer, c'est un truc que j'aime pas voir. Tu sais, des fois je vois sur les réseaux sociaux, Instagram ou quoi, les gens qui mettent en scène leur vie de couple et tout. Ouais. Ça me dérange. J'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de voir ce que vous faites quand je suis pas là, tu vois. Pourquoi vous me le montrez? Faites votre traînez en pyjama dans votre lit si vous voulez, mais nous on n'a pas besoin de voir ça, quoi, tu vois. Et du coup, dans la BD, il y a un peu de ça qui remonte. C'est-à-dire que je me dis, ah merde, il va falloir que je monte des gens dans leur intimité vraiment. Enfin, je sais pas, il y a comme un voile pudique que je jette là-dessus. Et là, je me dis, pour le bien de l'histoire, je suis obligé de le lever, ce voile. Donc, comment je raconte ça? Est-ce que tu as regardé des comédies romantiques et des films de romance pour t'inspirer? Par contre, non. Je me suis dit, toujours, je m'inspire de mon expérience, de mon vécu, de plein de choses. Mais je vais pas commencer à aller voir les comédies, tu vois, qui sont de toute façon très codifiées, etc. J'avais pas envie de voir forcément ça dans une de mes productions, donc je me suis dit allez, donc ouais, allez, c'était
passage le plus difficile à écrire, je dirais, mais je sais qu'après c'était sublimé de toute façon par le dessin de Neyef, tu vois. Parce que moi, finalement, si ça avait été moi dessiné, ça aurait été beaucoup plus difficile encore, tu vois. Ouais. Mais ouais, pour un tas de raisons, notamment, on en a déjà parlé, que pour dessiner les filles, moi déjà, c'est un petit peu une difficulté, tu vois. Mais bon, là, cette tâche de mise en scène, elle était confiée à Neyef. Voilà, moi j'écris, j'envoie des photos références, j'envoie éventuellement un plan de l'appartement, j'envoie 2-3 intentions en story, si nécessité, et puis hop, c'est lui qui fait le truc. Donc, c'est vrai que tu dises que ce soit ces passages-là les plus difficiles, parce que moi je me pose la question même par rapport à la mise en scène, même sur le premier chapitre, sur la violence du milieu carcéral, mais avec des personnages enfants en fait. D'écrire un personnage de gamin, quand on a du coup à cette époque-là quand même la trentaine passée. Est-ce que c'est compliqué ou pas d'écrire des personnages de gosses? Non, non, d'enfant, non, parce que je me souviens de ce que j'étais enfant, si tu veux. C'est bien que tu t'en souviens, non? C'est pas le cas de tout le monde. Ah ouais? Je crois. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, de se mettre dans la peau d'une ado de 17 ans, comme pour Loba Loca. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on abordera dans le prochain chapitre. Ouais. Mais pour Puta Madre, non, ce qui est difficile, par contre, c'est de parler à la place d'un prisonnier, tu vois. Moi, je suis jamais allé en prison, tu vois. Donc, bon, mais ça, c'est pareil, t'écoutes des témoignages et puis t'essayes de retranscrire. Enfin, je veux dire, on est tous normalement dotés d'empathie, donc tu peux comprendre ce que le mec te dit et puis tu peux, à défaut de le vivre dans ta chair, tu peux au moins te figurer ce que ça peut être. Et ça, tu peux le retranscrire pour un de tes personnages. Donc, non, j'ai pas eu de difficulté particulière à écrire un enfant, d'autant plus que moi, je savais déjà comment il allait évoluer. Donc, il me fait pas vraiment mal au cœur non plus, parce que je me dis, t'inquiète, gamin, ça va aller, tu vas voir, tu vas devenir un putain de badass. Donc, non, pour ça, aucun souci d'écriture. Je te dis vraiment, moi, je me rappelle quand j'avais fait le fil conducteur, à un moment donné, sur la rencontre avec Lizzie, j'avais juste laissé, il rencontre Lizzie, il tombe amoureux, tu sais, j'avais éludé pour en revenir après à, bon, voilà, il est obligé de quitter la meuf, et tatata. Tu vois, donc c'est au moment vraiment où j'ai dû dire, ok, maintenant il faut qu'il tombe amoureux de quelqu'un, tu vois. Et il fallait qu'il tombe amoureux de quelqu'un. Parce que t'étais pas obligé non plus de mettre de la romance. Après, ce qui est bien, c'est que cette histoire d'amour permettra à terme d'amorcer l'autre spin-off. Mais, oui, et puis je voulais quand même une touche de quelque chose de positif là-dedans. Ouais, dans toute cette noirceur. Ouais, tu vois. Je voulais quand même qu'à un moment donné, ils se sentent aimés, tu vois, qu'il y a un truc, tu vois. Mais déterminisme faisant, il était obligé de quitter tout ça aussi, quoi. Mais ouais, voilà. Quelque chose qui t'intéresse aussi, la fatalité. En fait, cette chose dès son enfance, c'est que quelque part son histoire est destinée à lui apporter que des soucis. Oui, parce que je trouve que de toute façon, cette fatalité, quelque part, elle est même représentée au travers d'un stigmate qui est sur son front, tu vois. Il se tatoue carrément le front, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, je veux dire, là, à partir de ce moment-là, tu peux déjà trouver plein de métaphores par rapport au monde contemporain et au quotidien, tu vois. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est-à-dire quand tu sors d'un milieu difficile, tu vois, est-ce que t'es pas déjà programmé pour avoir une vie de merde, en fait, tu vois. Ouais. Comment ça se passe ta relation de travail avec Neyef alors? Oh, super bien, franchement, Neyef, déjà c'est une crème, le mec il est très très cool. On partage beaucoup de références en commun. Moi, je sais que je lui avais envoyé, bon, déjà il avait fait South Central Story, il venait de terminer Bayou. Moi, je sais que je lui ai envoyé aussi pas mal de photos, pas mal de documentaires. Tu vois, c'est pareil, il avait vu Son of Anarchy, les trucs de prison, il aimait bien aussi, donc on partait pas de nulle part. C'est vrai qu'après South Central Story notamment, et puis Bayou, tu sais que cet univers-là, clairement, ça lui convient. Enfin, on n'est pas surpris que tu aies pensé à lui en imaginant cette histoire. C'est ça. Et le seul truc qu'on a vraiment mis du temps avant de se décider, c'est la couleur des tenues de prisonniers. On se dit, on fait quoi? Bleu ou orange? Bleu ou orange? Ça revenait en permanence, quoi. Il y a juste au dernier moment, on s'est dit, allez, vas-y, orange, parce qu'au moins, c'est... Mais pendant longtemps, on se demandait si bleu, c'était pas mal pour changer un peu, tu vois.
Mais sinon, non, ça a été franchement avec Neyev, c'était top quoi. Mais vous travaillez concrètement, tu travailles comment avec lui? C'est-à-dire que alors tu lui envoies de façon très, très simple, tu envoies ton script, il te retourne les planches, tu dis change ça, change ci, et puis après c'est validé. Dans la grande ligne, je lui envoie un script bien détaillé. Il me fait un pré-storyboard. Et il y a des choses pour lesquelles je veux vraiment quelque chose. Il y a vraiment une mise en scène que j'ai en tête. Et à ce moment-là, je fais le storyboard moi-même. Mais sur Puta Madre, il doit y avoir pas énormément de scènes. Il doit en avoir peut-être 4 à tout péter où je lui ai envoyé un story, tu vois. Notamment la scène de coup de couteau, tu vois, quand t'as King Dread qui joue, tu vois, au basket. Cette scène-là, je l'ai storyboardée, par exemple, parce que je l'avais vraiment exactement ce que je voulais. Je savais exactement ce que je voulais. Et puis, tiens, un petit truc marrant, mais je sais aussi que pour que lui gagne du temps, moi, je faisais tout ce qui était tatouage, tu vois. Tous les tatouages, de la même manière dans le podcast précédent où j'explique que je dessinais les flocons de neige sur une feuille à part. Là, j'imprimais ces planches et je dessinais les tatouages. Ensuite, je rescannais, ensuite je les mettais sur Photoshop pour qu'ils perdent pas de temps avec, tu vois, parce que déjà dessiner c'est bien relou. Mais si en plus tu dois dessiner tous les tatouages faciaux des gangs, tu vois, hispaniques ou même néo-nazis, etc. Putain, t'en finis plus quoi. Donc ça, c'était une partie que c'était une partie que j'avais prise à ma charge un petit peu pour le soulager. Même les uniformes, enfin même les logos des uniformes de prison, etc. Je me rappelle que c'était Tony. Tony, il m'avait donné un coup de main aussi pour les intégrer directement dans la BD. C'est-à-dire que tu as ton image du tatouage, que tu as scanné, que après tu peux dupliquer pour chaque case où le personnage apparaît, puis déformer en fonction de la place sur le corps et de l'angle de vue. C'est comme ça que tu fais ? J'ai un dessin du tatouage grand, j'ai un dessin du tatouage moyen, j'ai un dessin du tatouage petit. Puis ensuite, selon le plan, je le mets. Tu vois, ouais, tu t'ajustes après avec. Ou des fois, je te montrerai, j'ai des dessins. Non, des fois, c'est même carrément, je redessine tout à chaque fois. Parce que l'angle ne me permet pas de faire de la triche, quoi. Comme la peau, ça s'étire, tu vois, au niveau du coude. Donc à ce moment-là, je redessine, tu vois, par exemple, je dis n'importe quoi, mais une toile d'araignée sur le coude, tu peux pas la mettre à plat, puis ensuite, si tu pourrais, encore que j'en sais rien. Mais bon, je sais que j'ai des planches complètes de juste des tatouages de Puta Madre, quoi. Il y a des flocons et des tatouages. Tu aimes, comme on le dit souvent, tu aimes te compliquer la tâche, quoi. Bah, je me sens plus, disons que je me sens même à la limite plus à l'aise de faire ça que de faire des vraies planches de BD, quoi. Alors comment ça se passe une fois que le premier numéro sort, tu perçois l'accueil un petit peu de Puta Madre? C'est toujours toi qui gères la com aussi chez. Alors à l'époque, il y avait Coach qui était encore là. Ouais. Je me souviens plus. Je me souviens juste d'une phrase que Coach m'avait dit. Il m'avait dit ça fait du bien quand même là l'arrivée de Puta Madre. Donc je pense qu'il y avait quand même des bons retours parce que c'était une période assez creuse en termes de nouveautés. Ouais. Mais moi je t'avoue j'étais concentré dans les tomes, dans les chapitres suivants parce que il fallait tenir le rythme. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, et de toute façon on a décroché du rythme à partir du moment où c'était à moi de faire tu vois l'épilogue, quoi. Et là encore une fois il a fallu que tu vois je me réserve du temps pour faire les planches et puis encore une fois j'avais du mal à trouver ce temps, donc c'est vrai que ça a mis un mois de retard, je crois, un truc comme ça pour l'épisode 6. Ouais. Après, c'est vrai que c'est une mécanique de. Enfin, t'as découvert le travail que font les ricains, en fait. Tout simplement à devoir abattre un numéro par mois pour. On avait pris de l'avance quand même. Ouais, un petit peu. Mais pas tant que ça. Je crois qu'on voulait avoir 3 numéros de prêt avant de lancer, et on en avait 1,5, je crois. Ouais, ça c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'était chaud. En fait, ouais, pour Neyev surtout. Ouais, mais Neyev travaille très très vite. Hein. C'est un truc de fou. Travailler comment? C'est aussi en numérique comme toi avec une tablette alors? C'est en tradi? Maintenant c'est en numérique, mais à l'époque c'était la tradi. Ouais. Et je me rappelle, il avait fait un putain de story. Enfin, c'était pas vraiment un story, c'était plus qu'un story. C'était un crayonné. Hein. C'était le crayonné en rouge. Donc il existe. J'avais même dit, il faudrait la sortir cette version-là. T'as tout Puta Madre en crayonné rouge. C'est vraiment super beau. Non, j'avoue. Faire une édition limitée.
Ouais, mais il m'a dit, ouais, mais le problème, c'est que les premières, je les ai pas parce que les premières, il les faisait directement, enfin, il ancrait directement sur le rouge et après, tu vois, et après, il virait le rouge. Donc, faire une presque édition limitée, là, avec presque l'histoire complète en rouge. Donc, tu publies en 6 chapitres et il y aura quand même le moment de compiler. Ça, tu l'avais en tête aussi dès le départ, de dire, de toute façon, on en fera une intégrale après, ou c'est quelque chose parce que c'était une version limitée, tu vois. Parce que nous, l'idée, c'était de se dire... Tu réimprimais pas les single issues? Non, parce qu'on savait qu'en termes économiques, c'était très compliqué et qu'il y a plein de gens, on savait déjà qu'il y avait plein de gens qui iraient pas vers la single issue parce que ils veulent que dans leur bibliothèque, que ça soit... que des dos carrés. Le dos carré, cartonné, voilà. Donc je savais déjà qu'on allait perdre plein de lecteurs en cours de route, mais je savais aussi qu'il y avait des lecteurs qui étaient prêts, ne serait-ce qu'au travers de l'engouement des séries, etc., qui étaient prêts à avoir des petits shoots réguliers, tu vois, d'une série qui kiffait. Et je me suis dit, on va s'adresser à eux et pas à l'ensemble des lecteurs. On va s'adresser vraiment à eux. Et on avait estimé leur nombre à quoi? Peut-être, je crois que c'était 5000, un truc comme ça. C'était dû avoir peut-être 5000, ce qui est déjà quand même beaucoup. Hein. Bah ouais. Et dans notre tête, on s'est dit, ça sera, entre guillemets, on va la jouer plus Happy Few, tu vois, mais avec une belle fabrication, si tu veux. En termes de fab, on peut pas faire plus petit dos carré que ça. Ouais. Dos carré collé, on peut pas faire plus fin. C'est vraiment le plus petit qui existe. Est-ce que tu voulais pas que ce soit justement un carton plié en deux agrafé, tu vois? Ouais, c'est ça. Ah ouais, non. Ah non, ça par contre, je voulais pas. Ça fait un peu cheap, quoi. Ça aurait fait cheapos, ouais. Tandis que là, on a quand même des petits dos carrés. Petit dos carré collé, et puis bon, par contre, le truc qu'on n'a pas anticipé, c'était potentiellement un coffret. Ouais. Tu vois, ça on l'a pas anticipé. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient quand est-ce le coffret, mais si tu veux, l'économie du bouquin ne nous permettait pas d'investir dans un coffret. Tu vois, on était déjà vraiment, on était borderline en termes de rentabilité sur les single issues, quoi. Même sur la fin, a posteriori, justement pour la sortie du 6e numéro, parce que là, c'est vrai que genre, pour 86, tu l'as fait pour le premier. On aurait voulu, ouais. On aurait voulu, mais on a loupé. Franchement, je te dis, c'est un grand regret. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent ouais, mais pourquoi vous le faites pas là maintenant, le coffret, et puis nous, on l'achèterait, mais tu le mets comment en magasin? Faut le faire en vrai, faudrait que tu le fasses genre avec la Mother Base ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Mais... Ah ouais, mais ça coûte combien, tu vois? Parce que ça coûte très cher. Après, il y a de la main-d'œuvre tu vois, pour le plier, pour le coller. Après, il faut l'envoyer, tu vois. Tu vas pas l'envoyer à plat aux gens pour qu'ils le fassent eux-mêmes. Ça n'a aucun sens. Donc, ouais, non, c'est un bel acte manqué, là, tu vois, mais bon. C'est quelque chose auquel tu n'avais pas pensé du tout, ou c'est juste que c'était parce que c'était pas faisable à l'époque? Non, si on y avait pensé, on l'avait évoqué, mais je me sentais déjà un peu, je te dis la vérité, c'est que je culpabilisais déjà un peu de l'économie du titre. Je savais qu'on n'allait pas gagner d'argent dessus, voire même on risquait d'en perdre, donc je me voyais pas redemander en plus un coffret. Ouais, tout ça, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le truc basique. On aurait pu le faire au dernier, peut-être, mais bon. Donc toi, le choix alors, c'était de refaire juste une intégrale simple, en fait. Ouais, c'est ça. Sans rien changer. En fait, là, c'est vraiment juste regrouper les 6 chapitres. Alors, on avait envisagé à une époque, pour l'Obaloka, de faire le coffret 1 l'Obaloka et le coffret 6 Puta Madre. Donc on aurait eu le chapitre 6 de l'Obaloka dans un coffret Puta Madre. Pour tous les gens qui n'auraient pas pu avoir le coffret Puta Madre. Tu vois? Non, je vois pas là. Tu vois pas ce que je veux dire? On avait envisagé le chapitre 1 de l'Obaloka dans un coffret l'Obaloka. Ouais. Et le chapitre 6, donc le dernier chapitre de l'Obaloka, dans un coffret, mais de Puta Madre. Pour que les gens qui n'avaient pas pu avoir de coffret Puta Madre achètent. D'accord, pour le proposer en bonus. L'avoir, c'était le seul moyen pour réussir à mettre un coffret en vente. On peut pas mettre un coffret vide en vente, tu vois. Ouais, il y en a qui le font en ce moment. Mais... Des coffrets vides? Ouais. Ah bon? Ouais, il y a Glénat qui le fait pour les One Piece, là.
Et en plus, ce qui est marrant, enfin, c'est une parenthèse, c'est que ils ont fait un coffret pour les 12 premiers tomes, sauf qu'ils l'ont fait aux mensurations de la dernière réimpression. Aïe, aïe, aïe. Et vu que entre les toutes premières et les dernières, il y a eu des changements de papier et tout ça, en fait, ils se sont aperçus que si tu as acheté les tomes antérieurs à une certaine édition, en fait, ça ne rentre pas dedans. Et moi, je suis passé en librairie il n'y a pas si longtemps, et en fait, je voyais ces coffrets-là qui étaient vendus seuls, et eux, par contre, ils sont à plier soi-même, en fait, tu vois. Ah bon? Ouais. Voilà, enfin bon, voilà, donc ça se fait quand même, peut-être une piste à explorer, je ne sais pas. Ouais. Bref, faudra voir comment. Ils vendent ça combien? J'ai pas regardé, mais j'ai pas regardé, il faudrait que je regarde. 30 balles. Ouais, peut-être, bon, je sais pas, je t'avoue. Bon, bref, oui, voilà, mais on s'est dit, ça va être confus, tu vois, même quand je te l'explique, tu vois, t'as du mal à percuter, donc ça veut dire que ça allait être je pense que ça aurait été ça a une certaine logique après, mais il faut l'expliquer au public. Ouais, c'était trop compliqué. Tu sais que parfois, même quand tu es très explicite sur quelque chose, les gens peuvent comprendre un truc de travers. Je sais, et si en plus le truc est confus à la base, enfin, et confusant, c'est un petit peu, tu vois. Donc on a fait quand même. Du coup, on est resté sur le coffret Lobaloka pour le chapitre 6 de Lobaloka. Aussi parce qu'il n'y avait pas eu assez de coffrets tirés pour le 1. Mais là, pour le coup, ils avaient été très, très, très timides en Kama sur les coffrets. Ok. Écoute, ça c'était à Puta Madre. Ouais. Grosso modo, tu regardes, ça a l'air d'être un bon souvenir quand même. Ah ouais, très bon souvenir, très bon. Franchement, ouais. J'ai pas de difficulté à l'écriture, pas à m'emmerder avec le dessin, tu vois, très bien. C'est un peu la planque en fait, Eren. Un peu, ouais. De toi à moi. Tu sais, après, quand tu travailles avec les meilleurs, honnêtement, j'ai envie de te dire, ça peut vite devenir une planque. Hein. Allez, et ça, c'est le petit cadeau pour Naïef et tout. on fait croquer les copains. Donc, on va passer par contre à l'autre versant de ce chapitre. Hein. C'est vrai que du coup, on casse un peu l'ordre chronologique, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a déjà eu un first print de 2 bonnes heures, en plus, je crois, sur le début de Moutafoukaz 86 avec Simon. Avec un Simon Hilar. Effectivement, il était très content d'être là. On n'a pas réussi à le forcer à venir à Lille pour enregistrer ce nouveau podcast. Mais ce n'est pas grave. Surtout qu'en plus, de toute façon, c'est là qu'on aborde la vérité. Et la vérité, c'est que Moutafoukaz 1186, Simon, c'est insupportable en fait. C'est qu'en fait, ça ne s'est pas aussi bien passé qu'avec Simon, si tu nous écoutes, il blague. Et voilà, c'est du humour mal. Alors, on va pas. Donc voilà, j'insiste vraiment. Il y a un podcast de 2 heures sur les prémices du projet, sur la façon de construire l'univers et sur le premier chapitre. Donc on va pas refaire tout ça. Donc des parties de Red Dead Redemption 2 qui finissent en projet de BD, un spin-off enfin une sorte de relecture de Moutafoukaz dans un contexte de Far West, mais qui va en prendre des directions qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on connaît de l'Arcane. Donc c'est pas du tout juste un remake, hein, c'est quand même une autre approche. Et justement, donc donc tout ça a été fait dans un autre podcast que vous pouvez écouter sur First Print. Donc moi j'en reviens maintenant à l'après chapitre 1 en fait, pour aborder un petit peu déjà l'angle global que tu as avec Moutafoukaz 86 qui est presque une leçon d'histoire en fait. C'est-à-dire que tu fais quand même un exposé, plus ou moins, on va dire, mais parfois presque vraiment sous forme de cours sur, en fait, les États-Unis, c'est quand même un ensemble d'États qui ont été construits sur le pillage, en fait, et la destruction de nations qui étaient présentes avant. Ah, c'est quelque chose que tu voulais aborder dans ce récit. Ouais, alors c'est orienté, hein, tu vois, c'est pas que ça l'histoire des États-Unis, mais c'est aussi ça. Et moi, l'idée, c'est pas de faire c'est pas comment. Moi, si tu veux, il y a un truc qui m'agace en ce moment, c'est que les États-Unis sont en train de faire des leçons de morale au monde entier, tu vois, sur plein de choses, sur la diversité, sur le vivre ensemble et tout. Et des fois, j'ai juste envie de leur dire, mais regardez votre histoire, tu vois. Moi, quand j'ai vu La Reine des Neiges 2, je te jure, j'étais choqué. Le message de la fin, là où ils disent, en gros, on voit la statue où il faut s'aimer entre les Blancs et les Indiens, et tu vois, et ensemble nous bâtirons l'avenir. T'as envie de dire, mais foutez de la gueule du monde. C'est ça que vous avez fait ? Vous avez génocidé un peuple, tu vois, autochtone. Vous n'avez pas fait ce que vous nous dites dans La Reine des Neiges 2, tu vois. Après, c'est les gens d'aujourd'hui par rapport aux gens d'il y a 200 ans, c'est quand même... Ouais, d'accord, mais... Il y a 200 ans, en France aussi, on n'était pas super cool. On était plus cool qu'aux États-Unis, je pense. Mais moi, surtout, c'est qu'on ne fait pas la leçon de morale au monde entier avec des productions cinématographiques. Pour moi, si tu veux, je l'ai presque vécu, La Reine des Neiges 2, comme limite une réécriture de l'histoire.
C'est cette scène où on voit cette statue, et puis c'est en mode. Alors bien sûr, ils disent pas que c'est les États-Unis, ils disent que c'est le royaume. Je sais plus comment il s'appelle ce royaume, mais c'est ça que ça veut dire. C'est les États-Unis. Donc, et moi ça a tendance à m'énerver. Je t'avoue que ça a tendance à m'énerver. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à imaginer Mutafukaz à cette époque-là, très vite est venu toutes ces questions, tu vois, ces questions relatives à l'exploitation des ressources, au génocide des autochtones. Alors même si tous n'ont pas été tués de la main de l'homme, il y a eu beaucoup d'épidémies liées au virus, aussi, etc. Mais tout de même, à l'esclavagisme, tout. En fait, ce pays s'est construit là-dessus, essentiellement, tu vois. Donc, tu me parlais de la France, mais juste, la France s'est pas construit en massacrant un peuple autochtone, en prenant sa place. Non, je pensais juste que la France a quand même été un pays colonisateur aussi. Bien sûr. Il y a eu énormément de choses c'est dans le débat public encore aujourd'hui que sur la colonisation. Je pense que là aussi, on a beaucoup de choses à regarder. Bien sûr, mais les États-Unis. C'est vrai que la France en tant que pays, c'était des tribus barbares. D'Europe, je sais pas quoi, qui sont battus entre eux. Effectivement, je crois pas qu'il y ait eu un peuple en particulier qui a été. Non, il n'y a pas eu un délire comme ça. Alors après, peut-être les gens diraient l'Empire romain et tout, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Il y a une assimilation. Enfin bref, peu importe. Toujours est-il. Je vois la nuance que tu fais. Ce que je veux dire, c'est que et puis en plus aux États-Unis, ça a suivi longtemps. Putain, dans les années 50, il y avait des lavabos pour les blancs, il y avait des lavabos pour des noirs. Tu vois, c'est un délire. Tu vois, on en parlait la fois dernière dans un podcast, notamment sur Doggy Bags. Il y a 3 pays où il y a vraiment eu des lois raciales. Tu vois. Après qu'il y ait des différenciations raciales sur le terrain, c'est une chose. Mais là où il y a des lois raciales, c'est légiféré en fonction de la couleur de peau. C'est l'Allemagne nazie, tu vois. C'est l'Afrique du Sud et c'est les États-Unis, tu vois. Mais entre les 3, c'est qui fait la leçon en ce moment à tout le monde? C'est les États-Unis. Donc moi, c'est un petit truc comme ça qui, des fois, m'agresse un peu, j'ai envie de dire. Et puis là, c'était dans l'idée de montrer un peu aussi qu'est-ce que c'est ce pays, parce que ça m'agace tout comme ça me fascine, en vérité. Si tu veux, c'est même pas... pour moi, c'est pas tant à charge. Il y a quelque chose de fascinant là-dedans. C'est-à-dire... parce que je fais pas non plus l'histoire en mode les gentils arrivent et tuent des méchants, tu vois. C'est pas ça non plus mon propos. Tu vois, mon propos, c'est de dire c'est un pays qui s'est bâti, tu vois. Je fais un lapsus. C'est un pays qui s'est bâti dans la violence, vraiment. Est-ce que c'est pour ça que c'est un titre qui est quand même très violent aussi? Enfin, en tout cas, notamment violent par rapport à ce que tu fais subir au personnage. Donc, on vous l'a dit, le titre est sorti. Il y a une intégrale qui arrivera, mais voilà. Si vous avez suivi la parution, on va aller dans le fond de l'histoire. Donc, si jamais vous n'aviez pas lu encore le truc, coupez le podcast maintenant. Voilà, maintenant c'est fait. Donc, on va spoiler. On bute Burrito, quand même. Ouais. Le petit bourriquet trop mignon, qui aurait pu devenir l'ultime mascotte de cet univers-là. Et puis, sur la fin, on va buter tout le monde, en fait. On va buter Vince, on va buter Angelino. Ouais. Donc là, c'est là aussi, je pense. Bon, après, c'était très bien joué que tu gardais ta carte finale où tu vas dire non, ça va pas être du tout. Justement, on a que 6 chapitres de toute façon, donc on va pas pouvoir vous faire toute une relecture de Mutafukaz juste dans un contexte de western. Là, on va aller dans un truc qui d'un coup devient ultra sombre. Ouais. En fait, et puis j'insiste, enfin la façon dont tu butes Angelino, c'est scalpé quoi, bordel. C'est ça là. C'est ultra vénère. Mais déjà, il y a l'époque. Pour moi, l'époque était violente. Tu vois, tu vois, il y a ce côté un peu. Bon, déjà, l'idée de base, c'était de me dire, Vince Angelino à cette époque-là n'aurait pas survécu. Ouais, ils sont trop gentils. Tu vois, tu prends les mêmes bails, ils survivent pas. Parce que aussi, tu vois, l'hostilité de la nature, parce que un pays en construction, parce que pas de loi, parce que voilà, tu vois. Et puis l'idée, c'était aussi de prendre à contre-pied le lecteur qui s'attend aussi à avoir une relecture de Mutafukaz, tu vois. Donc forcément, le lecteur s'attend à ce que
revivre, tu vois, la scène sous la neige, tu vois, devant chez Willy, et puis en fin de compte, tu vois, Maccabée qui se fait buter, et puis voilà. Et non, en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Donc ça, c'était la deuxième idée. Puis la troisième, c'était tout simplement que moi, là, je savais que c'était fini Shankama, en fait. Ouais. Oui, parce que ça sort en 2021, ça commence à sortir début 2021, donc à l'heure où on enregistre, c'est l'année dernière, donc c'est l'année où, grosso modo, voilà, tu sais que tu vas quitter Ankama et que tu vas aller à Rue de Sèvres. Alors, je sais pas encore, non, honnêtement, je sais pas. On sait juste que ça va se terminer avec Ankama. Okay. Donc, c'est le dernier projet qui est signé. Et puis voilà, et ça, je veux dire, ça c'est une explication que j'ai trouvée entre guillemets après coup. C'est que je me suis dit, bah tiens, ouais, même là-dedans, ça a de la logique, ça a de la cohérence. C'est pas la raison qui a fait que j'ai pris ce choix. Parce que d'entrée de jeu, on savait déjà avec Simon on s'était déjà dit, ils survivront pas, c'est trop difficile. Mais aussi, ça a du sens par rapport à ce départ. Tu vois, c'est la bande dessinée a commencé là-bas. Enfin, la bande dessinée publiée a commencé là-bas. Et puis, sur ce segment, les personnages ne survivent pas, en fait. C'est une forme d'au revoir, en fait. Vu que c'est le dernier projet signé chez eux, c'est un au revoir, c'est-à-dire que pour le coup, encore que, te connaissant, il y a une ouverture quand même qui est laissée sur la fin, puisqu'on retrouve... Mais toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'avec Simon, on ne sait pas s'arrêter. Tu sais, direct, moi je lui avais. En fait, au début, on aurait pu en faire 6. Oui. L'arc narratif de Luna, on aurait voulu qu'il soit plus grand, tu vois. Mais Simon, lui, tu sais, il cumule aussi de différents postes, et notamment chez Game Baker, tu vois, où il fait la direction artistique de jeux vidéo. Donc, il est dispo que la moitié du temps. Donc, lui, il pouvait s'engager sur. Pour lui, s'engager sur 5 tomes, 5 chapitres, c'était OK. Et moi, par rapport à l'histoire qu'on avait racontée, je me suis dit, 5 chapitres, on y arrivera. On n'en a pas besoin de plus. Mais en vérité... Ouais, c'est comme Mutafukas qui devait durer en 3 tomes, quoi. Un peu. Mais en vérité, déjà, on a dû couper dans l'art par rapport à l'arc narratif de Luna. Et en plus, on voulait ajouter un arc narratif à Willy, tu vois. Donc là, je me suis dit, OK, on a peut-être été un peu trop optimiste sur le nombre de pages. Surtout que quand tu veux qu'il y ait certaines scènes d'action, quand tu veux qu'elles prennent de l'ampleur, tu peux pas les torcher en 2-3 pages et demie, tu vois. Il faut quand même que ça prenne de la place, il faut quand même le temps de s'installer et tout, sinon ça a zéro ampleur, ça fait un peu pétard mouillé, quoi. Donc c'est un peu de la même manière que Mutafukas tome 5, c'est-à-dire qu'à la fin, on aurait pu terminer là-dessus. Ouais, sur une scène de ultra sèche, t'aurais fini sur le cadavre de Lino et t'aurais fait, voilà, c'est fini. Limite sur la Statue de la Liberté. On a terminé sur la Statue de la Liberté, mais je me suis dit, allez, ça serait quand même cool qu'on voit Guadalupe, ça serait quand même cool. La petite Miracle, si je l'ai posée là, c'est pour aussi dans mon idée, c'était pour la revoir à la fin. Voilà, donc il faut quand même qu'on les revoie. Puis j'ai dit, vas-y, ça sera l'occasion de placer Willy, quoi. Tu vois. Et là, c'est vrai que de temps en temps, on discute, et puis après, très vite, on se dit non, allez, concentre-toi, travaille tout. Mais de temps en temps, on part sur des idées par rapport à ça. Il faut arrêter de jouer à Red Dead Redemption. Ah non, je joue plus. Voilà, il m'a complètement laissé tomber. Je joue à d'autres jeux avec d'autres gens. Donc, bravo, super Simon. mais de toute façon, j'ai pas le temps en ce moment de jouer. Mais ouais. Et des fois, il y a des trucs comme ça qui me reviennent, où j'ai des pistes ou des. Mais bon, là, pour l'instant, on est loin, très loin de dire que ça pourrait être un projet. Mais ouais, ça participe au même ressort, à savoir, on ferme 0 porte, quoi. Il y aura peut-être rien, parce que on n'en a pas parlé, mais dans le tome 5 de Mutafukas, à la fin, il y a un petit épilogue avec Félix au Japon, tu vois. Il s'est jamais rien passé avec ça, par exemple. C'est vrai. Donc, parce que on sait, enfin non, on spoil pas parce qu'on en reparle dans le chapitre prochain du coup, donc on sait à quoi ça correspond cette idée, effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'au final, ça n'a rien. Tu vois, des fois, ça arrive d'ouvrir des portes et de les laisser ouvertes et il se passe rien, tu vois. Effectivement. C'était aussi un choix, ce twist quand même je reviens juste sur cette fin, enfin sur le déroulé, de faire en sorte que Vince soit mort des mains d'Angelino, et d'avoir tout ce côté en fait où pendant la moitié du numéro 5, on sait pas en fait que
que Lino est tout seul en fait. Je t'avoue qu'en vérité, c'est une lecture possible du film. C'est-à-dire que dans le film, ceux qui veulent penser que Vince est mort, au moment où Angelino l'étrangle, peuvent l'imaginer. Il n'y a rien dans la suite du film qui prouve que Vince est vivant. Tu vois, quand il tire sur Bruce Maccabée, il tire à côté. Enfin, tu vois. Et ça, c'est un truc qui m'intéressait. C'était un truc scénaristiquement, on avait discuté avec Nishimisan. Moi, j'aimais bien l'idée qu'on sache pas et qu'on laisse entre guillemets une porte ouverte potentiellement, même si pour moi il est bien vivant. Mais j'aurais voulu qu'éventuellement il y ait des gens qui se disent c'est bizarre, j'ai l'impression que il serait peut-être mort quand même, tu vois. Et j'ai gardé cette idée-là en moi longtemps. Et quand on a parlé de faire Muta 86, tout de suite j'ai dit par contre là il faut que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il meure des mains de Angelino, mais que les gens ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Toi, tu t'as été surpris par le truc, par exemple ? Ouais, le twist, ouais, ça m'a j'ai fait ah ok, c'est pour ça parce que au tome suivant, tu t'es dit ok, il s'était passé ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que moi j'avais peur que le changement de flamme mette trop les gens sur la piste. Tu sais, le changement de couleur. Ah non, je t'avoue, j'ai pas. Non, on fait pas forcément. Ah non, on fait pas. On a pas. C'est parce qu'il sa flamme habituellement est orangée. Mais quand il se réveille, elle est bleue. Ouais, d'accord. Et pour nous, il est mort là à ce moment-là déjà. Ouais, mais c'est vrai que tu le captes pas parce que. Enfin, tu te poses la question quand le fait qu'il tombe dans le lac de pétrole, en fait, et que ça s'enflamme pas, et ça, tu dis c'est vrai qu'il y a un truc chelou, mais tu dis ça va expliquer à la fin qu'il a réussi à trouver une. Oui, d'ailleurs, même quand elle lance les flingues, Luna, elle lance les flingues, elle dit tiens, file-le à ton pote parce qu'elle voit pas à cause de la fumée. Et puis c'est Angelino qui file à son pote parce que. Enfin, à aucun moment on voit Luna filer un flingue à Vince. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc c'est Angelino, vu qu'il reste vivant dans la tête d'Angelino, c'est Angelino qui donne le flingue à Vince. Donc on faisait bien gaffe à tout que ce soit cohérent. Pour les gens qui vont le relire et se dire tout était là. C'est ça, tout était là. Et tout était tellement là que moi j'avais peur que les gens grillent tout de suite. Qu'ils se disent ah putain, il est mort. Ok. Tu vois. Et donc, t'as quand même eu des retours sur cette. J'étais content parce qu'il y a plein de gens qui se sont laissés cueillir, quoi. Qui n'ont pas du tout imaginé qu'il avait été mort à ce moment-là. Et ce qui est vachement bien, enfin, j'imagine que ce qui est vachement bien par rapport au format de publication sérielle comme ça, c'est que justement, tu peux surprendre, alors que quand c'est un album, bon, alors les gens peuvent te faire un retour sur la fin. Mais là, le fait de feuilletonner, ça crée justement t'as ta petite dose alors du coup c'est pas tous les mois parce que vous avez quand même eu des gros moments de pause entre chaque numéro, donc j'imagine que c'était parce que voilà, Simon n'avait pas forcément le temps de travailler ou qu'il y avait on était à la bourre, même ça venait de moi aussi des fois, j'avais du mal à sortir le script, mais se dire qu'il y a quelque chose d'un petit peu gratifiant en fait de réussir à entraîner des gens dans ton histoire bien sûr. De cette façon feuilletonesque bien sûr, à fond. C'est quelque chose que tu comptes refaire à terme ou pas alors ce genre de truc? Je pense pas parce que là pour parler clairement le modèle économique est pas fou, quoi. Tu vois, c'est difficile. Et puis maintenant il y a plein de gens qui on a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux qui disent ah ça a l'air excellent mais je vais attendre l'intégrale. Du coup tu t'es heurté au même problème que les éditeurs américains, c'était le trade waiting, c'est-à-dire vraiment c'est parce qu'on sait que c'est parce que tu feras pas des ongoing de 35 numéros comme ça, donc on sait que ça en général, même si tu l'annonces pas, on sait que ça va faire 5-6 numéros maximum, donc effectivement d'emblée maintenant il y a des gens qui se disent c'est cool mais j'attendrai la sortie du trade, quoi. Donc si tu veux donc sur Puta Madre rien n'était moins sûr, on a fait l'intégrale. Sur l'Obaloka on avait anticipé quand même l'intégrale. Et les gens mais en fait le truc c'est que les lecteurs, après je comprends, moi de toute façon c'est tout, c'est comme ça, mais parfois les lecteurs se rendent pas compte qu'ils mettent en péril tu vois des enfin c'est pas qu'ils mettent en péril, c'est que si après chacun on le fera plus, voilà. À cause de ça on le fera plus parce que c'est tout ça, c'est trop risqué, oui, c'est trop risqué, les gens suivent pas, puis si les gens suivent de moins en moins parce que tout le monde attend l'intégrale, ils se rendent pas compte que là, chez Ankama, il y avait zéro souci parce qu'on me laissait faire et puis j'avais la confiance générale. Mais dans une autre boîte, une autre maison d'édition, on va savoir. Je parle pas de Russell, je parle de je sais pas qui. Il pourrait dire bon, ton truc il marche pas, stop. Ouais, c'est ça. Et puis là, tu t'arrêtes au single numéro 3, puis basta, quoi. C'est ce qui se passe de toute façon aux États-Unis aussi, c'est qu'il y a des titres qui sont annulés en fait rapidement parce que trop de gens attendent le trade et au final. Alors c'est ça. Alors que ce modèle de publication a besoin d'un soutien sur les singles. C'est que si les gens ne prennent pas parce qu'ils aiment pas, c'est compréhensible. Mais si
justement ils aiment bien et ils attendent d'avoir l'intégrale pour acheter et qu'à cause de ça il n'y a pas d'intégrale, c'était le même problème sur le film. Quand le film est sorti, les gens disaient j'achèterai en DVD, mais mec, s'il y a personne qui va voir le film, il n'y aura pas de DVD. Donc bon, c'est tout. Ouais, donc donc pas retenter l'expérience pour tout de suite. Non. Ok, très bien. Bah écoute, Run, on en a fini pour ce chapitre-là. Ouais. Donc le prochain, c'est Loba Loca. Ouais. Et pour l'occasion, on est ravis de vous l'annoncer déjà, mais il y aura Guillaume Singelin avec nous. Cool. Et il y aura même Corentin qui sera aussi de la partie et tout, parce qu'on enregistre ce podcast à Paris. Donc voilà, on va faire un petit podcast à 4 dont je suis très content, puisque oui, j'enregistre celui-là après. Donc voilà, ça c'est les micmacs, ça c'est les micmacs de production. Mais en tout cas voilà, je suis très content de vous l'annoncer là, et donc on se dit au prochain rendez-vous Run, puis après il sera temps de parler aussi du gros morceau qu'est le film. Waouh. J'espère que le Moutafoukast ça vous plaît toujours. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant que vous suivez ça de façon attentive et tout, et ça nous fait très plaisir. Donc si ça vous plaît toujours, faites-le savoir. Ça c'est ce qu'on vous dit depuis le début. On a besoin de vos retours, de vos commentaires, et aussi bien entendu de vos partages, puisque voilà, c'est comme pour les single issues, il faut faire vivre ce qui est produit avant. Alors il y aura pas d'intégrale du podcast heureusement, mais voilà, c'est les choses qui vous plaisent, faut les faire vivre au moment où elles sortent et les accompagner aussi sur le temps. Donc quel que soit le moment où vous écoutez ce podcast, si ça vous a plu, partagez-le. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à tout bientôt pour le prochain épisode du Moutafoukast. Salut. Ciao.